En effet, j'ai pris la direction dans des circonstances assez particulières puisqu'il s'agissait de réaliser le déménagement, le transfert des collections et de tout le musée qui se trouvait auparavant sur la dalle Montparnasse, c'est-à-dire situé au-dessus d'une gare, pas très accessible, il faut bien le dire, pour le transférer dans un endroit qui est beaucoup plus ouvert sur la place d'Enfer-Rochereau. Ce qu'on souhaite faire, c'est proposer à notre public euh, des expositions temporaires qui soient très variées. C'est-à-dire qu'on souhaite explorer de façon différente certains sujets et vraiment ouvrir. Et ouvrir aussi le débat. Donc on a affaire à un jeune homme qui ne s'appelle pas Daniel Cordier. La première Mhm, chose à lui dire et à expliquer, c'est qu'il s'appelle Daniel Bouijou et mhm. qu'il est né en 1920. Donc Ouais. Daniel Bouijou, finalement, suit les traces, non pas de son père, mais de son beau-père, et il investit complètement le champ de l'action politique. C'est un tout jeune homme qui est séduit par l'idéologie que son beau-père défend, qui est une idéologie d'extrême droite, antisémite, extrêmement nationaliste, monarchiste, et qui est profondément patriote. Le 17 juin 1940, l'appel à l'armistice Mhm, que propose immédiatement le maréchal Pétain, pardon. Cet appel à l'armistice va complètement contre mhm. ses idées patriotes. Pour lui, il faut se battre, mais il faut se battre jusqu'au bout. Il ne comprend pas cet armistice. C'est donc comme réfugié et comme il veut se battre, il va trouver l'endroit qui veut bien l'accueillir, à savoir ce qu'on appelle à l'époque la Légion de Gaulle. En quelques mois, il apprend à se servir des armes, hein, parce que son désir, c'est de se battre, c'est récupérer la France souveraine, pour se battre. Jean Moulin l'initie à l'art en discutant comme ça à bâton rompu, mais il va plus loin que ça. Jean Moulin lui offre un livre d'histoire de l'art, le livre de Christian Zervos, euh, qui est renommé, hein, qui est un beau livre d'histoire de l'art, un grand livre. Et Daniel Cordier va regarder sans vraiment s'y attarder, mais il est touché par ce cadeau qui est fait en pleine occupation par son patron. Et lorsque Jean Moulin est arrêté le 21 juin 1943, Daniel Cordier continue à travailler pour la délégation, il continue à faire son métier même si son patron n'est plus là, et recherché à son tour, il va partir, il va s'enfuir par l'Espagne, et là va lui revenir ce que Jean Moulin lui avait dit. C'est un jour où on ira voir le musée du Prado. Et donc, en cavale, Daniel Cordier se retrouve à Madrid, il rentre dans le musée du Prado, et c'est là qu'a lieu vraiment l'épisode. Il a une intuition, il a des coups de cœur, eh bien, il va réussir à former une collection. Mais lui-même n'appelle pas ça une collection. Il a, voilà, il achète des œuvres pour lesquelles il a un peu de fou. Ça va être comme ça. Donc, la première œuvre qu'il achète, c'est en fait une petite œuvre de Michaud. Il ne sait même pas qui est Michaud, hein, mais ça lui a plu. Mais la vraie œuvre en tant que collection, celle qu'il a achetée en pensant en collectionneur en quelque sorte, ça va être une œuvre de Devanne, que l'on propose d'ailleurs, que vous avez dû voir en visitant l'exposition. Ouais. Donc c'est une œuvre de Jean Devanne, c'est une œuvre abstraite, parce que Jean Devanne est un tenant de l'abstraction. Et donc, il va voir cette œuvre au Salon des réalités nouvelles en 1946 et décider de l'acheter. Il l'achète. Mais il faut voir aussi que parallèlement, il va rencontrer un jeune un jeune artiste qui l'intéresse beaucoup,
et qui est absolument inconnu, hein, qui s'appelle Nicolas de Staël. Hmm. Comme Daniel Cordier et Daniel Cordier, il n'achète pas un tableau, mais il en achète 15. Vous voyez. On a retrouvé des courriers qui indiquaient que très rapidement, hein, avant même les années 50, il envisageait déjà d'écrire une histoire de la résistance. Mais en 77, la donne change parce que l'un des chefs d'un mouvement de résistance attaque la mémoire de Jean Moulin publiquement lors d'une émission télévisée. Daniel Cordier est là et il s'aperçoit qu'il n'a aucun argument pour expliquer que Jean Moulin a toujours été loyal. Et donc, ça va vraiment le travailler. Et il va se dire qu'il faut qu'il soit aussi, là encore, à la hauteur de ceux qui lui ont fait confiance, de ceux qui l'ont accompagné, qui ont enfin, formé une partie de sa vie. Mhm. Parce que Jean Moulin, il lui doit la République, il lui doit le fait d'être devenu un démocrate, il lui doit aussi le fait d'avoir réussi à passer outre son antisémitisme et toutes les barrières qu'il avait forgées dans sa tête. Donc, il lui doit beaucoup. Et suite à ça, donc, il va se lancer dans une opération qui va durer des années et des années, qui va consister à écrire une biographie de Jean Moulin. Et effectivement, il publie des livres, des pages, une somme très considérable. Avec l'aide de jeunes historiens qui ont travaillé pour lui, il va rassembler des archives et écrire une somme très très conséquente sur Jean Moulin. Ce n'est pas quelque chose dont il parle dans ses ouvrages. Ce n'est pas quelque chose qu'il évoque dans Alias Caracalla. Et lui-même disait que là-dessus, il était très pudique parce que dans son milieu, ça ne se disait pas. C'était quelque chose qui se cachait. Je vous rappelle qu'en France, l'homosexualité a été pénalisée jusqu'en 1981. On a du mal à concevoir ça, mais oui, c'était pénalisé. Donc vous imaginez, voilà, il y a toutes sortes de choses qui rendent honteux. Voilà. Et Hmm. ça ne se dit pas. À l'époque, ça ne se dit pas. Ça se dit, Hmm. heureusement, mais ça ne se dit pas.